Taïwan, est-ce la Chine ou est-ce un État indépendant? Je vous propose de repérer quelques étapes de l'histoire de cette île en cherchant ce qui a fabriqué son identité et de tenter de comprendre la situation géopolitique très originale qui prévaut de part et d'autre du détroit de Formose. Voilà, Taïwan est là, c'est une île située entre mer de Chine et océan Pacifique, à quelques 160 km des côtes chinoises, et elle a aussi autorité sur les deux îlots de Quemoy et Matsu, qui eux sont à moins de 10 km du continent. Elle a plus de 22 millions d'habitants qui sont parvenus en quelques décennies, sans pétrole et sous la menace du régime de Pékin, à la fois à façonner une démocratie et à devenir l'une des premières puissances économiques au monde. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'île a été peuplée à l'origine par des populations austronésiennes. Leurs descendants sont toujours présents, formant près de 2% de la population taïwanaise. Au cours de leur périple répété vers l'Asie, les Européens vont se disputer cette île. D'abord les Portugais, installés à Macao depuis le XVIe siècle. Ce sont eux qui, en route vers le Japon, vont nommer l'île Ilha Formosa, Formose, l'île magnifique. Ensuite, c'est la Compagnie des Indes néerlandaises qui s'installe là à partir de 1624. Et ils font venir du continent une main-d'œuvre chinoise comme travailleurs agricoles. Ce qui fait que la sinisation de l'île est en réalité assez tardive dans l'histoire. Elle s'amorce au XVIIe siècle par cette émigration de main-d'œuvre et puis politiquement par la présence de Chen Cheng-kung en 1661. Il s'agit d'un général chinois qui s'installe à Formose pour des raisons essentiellement militaires. Il débarque là avec 800 jonques et 30 000 hommes. Il en chasse les Hollandais, car il a besoin de prendre l'île comme base arrière pour reconquérir le continent pour le compte de l'empereur Ming. Ce général s'installe dans l'île avec ses soldats, mais aussi avec près de 1000 lettrés chinois, et ce sont eux, en fait, qui sont à l'origine de la sinisation de Formose à partir du XVIIe siècle. Car administrativement, Formose ne va devenir une province chinoise à part entière qu'en 1885. Alors ces précisions pour faire comprendre que la sinisation de Formose, que nous appellerons Taïwan maintenant, est plus liée à un attachement de ses habitants à la culture chinoise, à ses traditions, qu'à une intégration politique précoce au continent. Ensuite, le rattachement de Taïwan au continent, après 1885, ne dure que 10 ans, car l'Empire du Milieu doit céder Taïwan à Tokyo après la guerre sino-japonaise de 1895. Donc l'île devient japonaise par le traité de Shimonoseki et viennent alors s'y installer les immigrants japonais qui vont amorcer sa mise en valeur, développer les routes et les villes, ce qui d'ailleurs explique en partie le potentiel économique dont a disposé Taïwan après 1945 et qui va aider à son développement. Cette souveraineté du Japon sur l'île va durer exactement 50 ans et cesse à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la défaite du Japon. Elle est alors restituée au gouvernement chinois, dirigé par Chiang Kai-shek, qui siège alors à Nankin. Et lorsque la souveraineté de l'île revient à la Chine, des administrateurs chinois se substituent aux fonctionnaires japonais. Et après 50 ans d'administration japonaise, ce retour de l'administration chinoise est vécu à Taïwan un petit peu comme une domination étrangère, et c'est d'ailleurs d'autant plus marqué que les Taïwanais sont souvent perçus par les Chinois comme ayant collaboré avec l'occupant japonais. Alors c'est sans doute dans cette étape de l'histoire que l'on peut repérer un autre clivage entre l'île et le continent. Cette impression de domination est encore renforcée quand les communistes chinois arrivent au pouvoir à Pékin avec Mao en 1949. Pourquoi? Eh bien parce que les nationalistes chinois arrivent en masse pour se réfugier à Taïwan. Chiang Kai-shek a perdu le pouvoir en Chine et il vient dans l'île avec les troupes du Kuomintang, le parti nationaliste chinois, qui se battait contre les communistes, plus environ 2 millions de continentaux qui fuient le nouveau régime communiste qui s'installe en Chine. Le gouvernement chinois de Chiang Kai-shek s'installe donc à Taipei, provisoirement, pense-t-on, en attente de reconquête du continent. C'est donc Taïwan, c'est-à-dire la Chine nationaliste, qui vient occuper le siège de la Chine comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, c'est depuis ce moment-là qu'on a deux gouvernements chinois, l'un communiste à Pékin et l'autre nationaliste à Taipei. Chacun estime détenir la légitimité du pouvoir sur toute la Chine.
Chacun considère que Taïwan n'est qu'une province dans l'ensemble chinois, et chacun se prépare à reconquérir l'autre de façon militaire. Les États-Unis soutiennent le gouvernement de Taïwan, diplomatiquement mais aussi militairement, lorsque Pékin bombarde Quemoy et Matsu pour faire taire des haut-parleurs qui déversent depuis les plages de la propagande anticommuniste. Washington et Taipei signent un accord de défense mutuelle à la suite de la guerre de Corée, et l'île sert même de base arrière aux Américains lors de la guerre du Vietnam. Et pourtant, en pleine guerre froide, en 1971, les États-Unis décident de reconnaître la Chine communiste. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une alliance de revers, et elle a pour but de contrer l'Union soviétique. Ce renversement d'alliance par les États-Unis est certainement un facteur constitutif de l'identité taïwanaise. Elle est vécue plus qu'une rupture, elle est vécue comme une trahison. La Chine de Pékin entre alors à l'ONU en novembre 1971 et Taïwan perd donc son siège de représentant de la Chine. Taïwan ne peut plus prétendre représenter la Chine entière, mais Pékin tient toujours à réintégrer la province rebelle. Le dernier facteur qui fait clivage entre les deux Chines, ce sont tout simplement les évolutions économiques de l'île. Alors changeons d'échelle. Taïwan fait 36 000 km², soit un petit peu plus que la Belgique. C'est une île montagneuse. On repère la chaîne centrale des monts Chungyang. La majorité de la population vit à l'ouest, près de la côte, pour y chercher des zones de plaine. Taïwan a l'une des plus fortes densités de population au monde. L'île est soumise aux moussons, elle subit une très forte chaleur humide, ce qui favorise 2 récoltes par an, et s'est donc développée une société paysanne qui cultive le riz en culture sèche ou irriguée, les agrumes, le thé, le sucre, la petite agriculture vivrière en terrasse. Alors quelques éléments permettent de comprendre comment Taïwan s'est modernisé. La réforme agraire a débuté dans les années 50, les paysans ont très vite été orientés vers l'économie de marché. Ensuite, l'île était avec la Mandchourie la région la plus moderne de la Chine au lendemain de la guerre. Industrialisation et aménagement du territoire ayant été initiés par le Japon, elle a toujours conservé cette avance. Il était dès lors plus simple de procéder à des investissements lourds dans la sidérurgie et la chimie à Taipei, Kaohsiung, Nanzhou, Keelung. Et avec la croissance des villes de Taipei et Keelung, une main-d'œuvre bon marché et bien formée va constituer tout un tissu de PMI, PME, ce qui va favoriser une économie tournée vers l'exportation de biens de consommation peu chers, comme les jouets, les chaussures, le petit matériel stéréo, la petite électronique. Tout cela de qualité moyenne, mais très demandé dans les années 70 par les marchés européens et américains. Alors c'est par les exportations que le décollage de Taïwan va survenir et se maintenir. Avec des taux de croissance annuels autour de 10%, Taïwan devient à son tour investisseur. Elle délocalise son industrie en Asie du Sud-Est et puis enfin directement en Chine continentale par l'intermédiaire de Hong Kong dans les provinces côtières du Guangdong et du Fujian. Voilà, la boucle est bouclée. C'est par l'économie que Taïwan revient en Chine. On a donc de part et d'autre du détroit de Formose une géographie séparée, une histoire séparée, des cultures économiques différentes. Tout cela entraîne des évolutions politiques différentes. Car le dernier clivage entre l'île et le continent, c'est lorsque Taïwan lève la loi martiale sur l'île en 1987. Elle abandonne ainsi toute ambition militaire pour reconquérir le continent et le régime de Taïwan devient tout simplement une authentique démocratie. Alors en quelques 30 ans, ces Taïwanais ont façonné l'une des économies les plus performantes au monde. Taïwan a les 3e réserves de change au monde après le Japon et la Chine. Le pays est le 3e investisseur en Chine, derrière les États-Unis et le Japon. Et pourtant, le détroit de Formose demeure l'un des premiers foyers de tension à travers le monde, la plus forte zone d'importation d'armement conventionnel au monde, juste après le Moyen-Orient. Mais il n'y aura pas de confrontation militaire autour de l'île de Taïwan. La question qui demeure, c'est est-ce qu'on peut réunifier une démocratie et une dictature ?